Connais-tu ces personnes qui vivent toujours dans le passé? Ce sont ces personnes qui te parlent toujours de l'avant. Vous savez, c'est comme tes amis que tu revois tous les 5 ans, par exemple, et qui te parlent de leur histoire que tu as passée avec eux il y a 20 ans en arrière. Mais il y a aussi ces personnes qui te parlent de leur expérience passée comme si elles existaient encore aujourd'hui. Ceux-là, si tu veux, ont cristallisé sur une expérience passée. Ils ont cristallisé sur une identité. Et si tu veux, eh ben, ils n'ont pas fait leur deuil de cette expérience et en fait se sont arrêtés de vivre tout simplement. Par contre, ceux qui ont fait leur deuil, eh ben, ne t'en parlent plus comme une expérience passée, tu sais, comme un poids, comme un fardeau qu'ils portent avec eux. Mais ils t'en parlent vraiment comme une expérience qui les a fait grandir. Et c'est de cette forme de deuil que nous allons parler aujourd'hui avec un de mes amis, Erwan, de près de 25 ans, qui est venu me rendre visite ici à Bali, qui est aujourd'hui directeur régional et qui a vécu 2 deuils, celui de sa partenaire de vie et celui de sa femme pas plus longtemps que l'année dernière. Bonjour Erwan, peux-tu s'il te plaît nous raconter les faits de ces 2 décès et nous dire comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour à tous, et bien effectivement il y a 10 ans j'ai perdu une compagne de vie qui ne l'était plus, on était devenus amis, avec laquelle j'ai vécu pendant 1 an. Mais la mort a été extrêmement violente puisqu'elle a subi une tentative de viol et a été assassinée. Et puis le second deuil est beaucoup plus récent puisqu'il a eu lieu au mois de novembre de l'année dernière, suite à une longue maladie qui n'a duré que 4 mois malheureusement de ma femme, Catherine. Et aujourd'hui, écoute Mika, je me sens bien, je me sens épanoui dans une... alors j'ai tendance à dire entamer une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'effectivement prendre ce qui m'a été donné par ces 2 personnes et continuer à vivre sans elles. Comme tu le sais, depuis 1994, j'avais commencé une formation d'accompagnement de personnes en fin de vie avec Jalmab, c'était à Nantes d'ailleurs, là où tu habites. Hein. Et depuis 1994 jusqu'à maintenant, je n'ai cessé d'explorer l'inconscient et d'explorer les étapes de l'après-mort et de la mort, par les biais de méditation, par les biais de formation et puis aussi par le fait d'accompagner les personnes en fin de vie. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ton expérience pourrait être très riche, tu veux bien nous la partager. Si on suit les étapes d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est-à-dire que c'est elle qui a fait un travail extraordinaire sur les 5 étapes de fin de vie et de deuil. Et donc, je pense que ton expérience pourrait être riche si tu voulais la partager avec nous en suivant justement ces 5 étapes et voir comment toi-même tu les as vécues, ou comment peut-être ta femme aussi les a vécues pour pouvoir nous les relater. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord, surtout que je pense que c'est à la fois un accomplissement, une continuité dans cette démarche. Alors, dès qu'une fin approche, nous entrons dans une phase de déni. C'est une période, je dirais, très bouleversée, où les émotions peuvent être extrêmement douloureuses et extrêmement fortes. Alors, Erwan, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as vécu cette phase, toi, de déni, et comment est-ce que ta femme l'a vécu aussi? Alors, je vais revenir effectivement sur ma première compagne de vie, en fait, qui s'appelait Sophie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé son véhicule qui était brûlé à la sortie de son travail. Donc pendant une semaine, nous avons eu un fol espoir qu'elle ait été kidnappée ou autre chose et qu'on puisse la retrouver encore vivante. Je pense que c'était exactement cette phase de déni, puisqu'en fait tout avait été effacé, tout avait été fait pour que en fait, ça nous amenait directement à son décès. Le jour où nous avons retrouvé le corps, eh bien, cette information, puisque c'était quelque chose qui était national, on l'a pris en plein visage, ça n'a pas été quelqu'un de proche qui me l'a annoncé, hein, ça a été la radio, la télé, je ne me rappelle plus exactement. Et donc cette phase de déni a été tout de suite coupée et là, effectivement, on reste incrédule, mais une part de nous le savait en fait. C'est-à-dire qu'on s'est menti à nous-mêmes, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on efface tous les éléments, c'est que le corps a été caché quelque part, on n'est pas parti avec une personne. On n'a pas besoin d'effacer si on part avec, hein, il suffit de traverser la France et de traverser la frontière, ce qui n'avait pas été le cas. Par contre, je vais te poser une question. Ça veut dire que pendant toute la première phase, tant que tu n'as pas reçu les informations nationales, comme quoi ils avaient vraiment tout trouvé le corps, tu étais vraiment dans cette phase de déni. C'est-à-dire que tu avais toujours l'espoir malgré tout. Bien sûr, on a fait des marches, j'ai même imprimé des t-shirts, Rendez-nous Sophie, enfin il y avait toute une marche qui avait été faite à ce niveau-là. On était convaincus, la famille, les amis, on était en train de se convaincre nous-mêmes, puisqu'on était qu'un petit groupe.
Je pense que la plupart des Français l'avaient parfaitement compris et n'étaient pas du tout dans ce principe de se dire « Ah, elle a été enlevée en fait ». Sauf que nous, on était dans ce fol espoir et je pense que c'est le cas de toute personne qui ne veut pas affronter le deuil. Surtout, je pense que ce qui aurait été pire, c'est qu'on n'ait jamais retrouvé le corps. C'est-à-dire qu'on soit resté dans le déni pendant des années, et ce qui arrive malheureusement pour des personnes, où on voit des personnes qui ont disparu, et effectivement, on est dans le déni pendant des années, parce qu'il y a toujours ce fol espoir qui est là, et on n'arrive pas à s'en convaincre, on n'arrive pas à se combattre. Et le fait qu'effectivement, on ait retrouvé le corps, et deuxièmement, qu'on ait réussi à retrouver l'assassin, ça a permis malgré tout d'avancer beaucoup plus vite que si ça n'avait pas été le cas. On peut pas, le travail de la police qui a été fait à ce moment-là a été très importante. Et le fait qu'on ait retrouvé l'assassin, là, cette fois-ci, on a pu aussi, pour ses proches, parce que je pense surtout à sa maman et à son beau-père et à sa sœur, ça leur a permis aussi d'avancer par rapport au deuil. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a une personne, on peut... Bon, voilà, l'histoire est terminée, on n'a pas à faire. Après, on fait confiance à la justice française. Aujourd'hui, cette personne est toujours en prison. Mais pendant cette semaine-là, oui. Oui, parce que quand on le voit aujourd'hui avec du recul et de la maturité, on se rend bien compte qu'on était dans un déni complet et que personne ne voulait nous contredire. C'est-à-dire qu'ils sentaient l'espoir tellement fou en nous que ça soit des proches, que ça soit mon ami de l'époque, que ça soit mes parents, personne n'osait me dire « prépare-toi au pire ». Mais alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que même si vous vous convainquiez que justement, elle pouvait être vivante, moi, ma question, c'est est-ce que vraiment, au fond de toi, tu en étais persuadé absolument à 100% ou tu te persuadais toi-même? Non, c'est ce que je te disais. Je me persuadais moi-même. Puisque le matin où j'entends la première information, par contre, je me rappelle de cette scène tout à fait normale. C'était un mardi matin. J'avais pas écouté la radio parce que je ne suis pas quelqu'un qui était fan des informations. Mais bon, on se réveille avec la radio, c'est les infos de 7h du matin. Je suis avec ma compagne de l'époque. Et puis on entend, voilà, nous sommes sans nouvelles de Sophie, alors on ne donne pas le nom, mais qui travaille dans la galerie commerciale d'Atlantis. Nous avons retrouvé son véhicule sur le parking qui avait été brûlé dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la famille est inquiète ou autre. Et là, en fait, c'est ma propre compagne qui me dit « mais ça, c'est pas ton ex ?» Et effectivement, j'ai percuté, tout a percuté à ce moment-là. Et c'est là où, effectivement, je suis même pas allé au travail, je suis allé directement prendre contact avec sa famille, je les ai accompagnés. Il y a eu une marche blanche qui a été faite ou autre. On était place du Commerce, qui est la place vraiment centrale de Nantes. Et effectivement, on avait fait des tracts, des choses comme ça, dans cet espoir fou, quoi. Mais c'est effectivement un espoir fou. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un espoir fou, mais c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est la boîte de Pandore. Hein, c'est-à-dire que tant qu'il reste de l'espoir, on s'y accroche jusqu'au dernier moment. Et puis un jour, voilà, vous avez le menhir qui vous tombe sur le coin du nez, et là, à l'inverse, vous êtes obligé de prendre conscience que cette personne, vous ne la reverrez plus jamais, quoi. Ouais. Et donc, et par rapport à ta femme, donc, cette expérience de déni, comment est-ce que tu l'as vécue? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans une démarche qui est un peu différente, mais le diagnostic est donné, une partie de moi l'a entendu, mais les mots n'ont pas été prononcés. Et c'est lors du deuxième rendez-vous où c'est moi-même qui pose la question au professeur en lui demandant le stade exact du cancer. Ce que Catherine savait parfaitement. Elle l'avait compris, puisque effectivement, dans ses scans, on avait bien montré qu'il y avait des débuts de tumeurs qui avaient commencé à se développer partout au niveau de son corps. Et c'est lorsqu'il m'a annoncé le stade 4, lorsque j'ai entendu le mot stade 4, que cette fameuse étincelle s'est éteinte et que j'ai compris que le combat était déséquilibré et que voilà, il fallait se préparer effectivement au départ de Catherine. Ce qui n'a pas été le cas de Catherine. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, le professeur a vraiment été, j'ai envie de dire, très bon. Alors il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Il lui a tellement bien expliqué qu'il y avait un espoir, que c'était possible, que l'immunothérapie, qu'en suivant effectivement un traitement dans un premier temps, il fallait pas, enfin, il n'était pas là pour dire que les personnes étaient condamnées, mais il était là pour effectivement dire qu'il y a toujours une possibilité, que le corps humain a cette capacité, que la médecine a cette capacité aujourd'hui. Et Catherine, jusqu'au dernier moment, est restée dans le déni. Et je pense que ça lui a permis aussi on va dire entre guillemets, de mieux vivre,
alors c'est un peu bizarre comme mot, mais de mieux vivre cette maladie. C'est-à-dire qu'au fond d'elle, il y avait toujours cet espoir jusqu'à ces dernières heures. Hein. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'elle elle est partie dans le déni. Alors elle est partie dans le déni, on va dire oui et non, parce que effectivement les derniers mots qu'elle m'a prononcés, puisque je suis allé effectivement les chercher, puisque je ne savais pas en fait comment faire après, si elle souhaitait effectivement être enterrée ou si elle souhaitait à l'inverse qu'on fasse autrement, qu'elle soit incinérée. Et donc les derniers mots que j'ai eus d'elle, ça a été effectivement un choix entre enterrement et incinération. Je pense qu'elle était dans le même état d'esprit que moi, que je vous explique tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond d'elle, elle savait, mais qu'encore une fois, tant qu'il y avait un espoir, elle s'accrochait à cet espoir-là. Et que si on lui avait dit brutalement qu'effectivement elle était condamnée, je pense que sa fin de vie n'aurait pas été du tout pareille. Et parce que les autres l'auraient su, et dans sa manière de communiquer, elle aurait vu dans les yeux des autres une forme de compassion, une forme de... Et je pense que c'est pas du tout ce qui l'aurait aidé en fait. Donc voilà, je pense qu'au fond d'elle, elle le savait parfaitement. Alors je te racontais quelque chose qui est assez surprenant, mais l'été dernier, nous avons eu la chance de faire une dernière semaine de vacances ensemble avec les enfants. J'ai pris une photo où tout le monde mange une glace et je prends une photo avec mon téléphone. Et cette photo-là, je l'ai développée et c'est vrai que je ne les avais pas spécialement regardées. Et en fait, c'est Milan qui les avait remis comme ça et je vois cette photo-là où je vois les 3 enfants sourire aux lèvres avec leur glace, qui regardent effectivement l'objectif. Et je vois que Catherine, à l'inverse, qui a un regard qui est perdu, mais véritablement perdu. Et je connaissais ce regard, mais je l'avais un peu oublié en fait. Et quand je le vois, je prends conscience qu'effectivement elle sait au fond d'elle. En tout cas, cette image est très parlante. Et c'est là où, oui, je ne peux pas te dire à 100% qu'elle a vécu dans le déni jusqu'au bout. Je pense qu'elle s'est accrochée à un espoir, mais comme moi, elle le savait au fond d'elle que malheureusement... J'en ai des frissons. Ouais. Et en fait, est-ce qu'elle n'aurait pas essayé de protéger peut-être ses enfants, toi aussi, en restant avec elle-même, en ayant peut-être accepté, c'est-à-dire que peut-être justement qu'elle a passé cette phase de déni, mais intérieurement seule avec elle-même. Oui, effectivement, Catherine était une femme extrêmement réservée, qui avait beaucoup de difficultés à exprimer ses sentiments et ses émotions. À mon contact, elle avait évolué un petit peu par rapport à ça. J'ai toujours été franc dans ma relation et ça a toujours été, entre guillemets, ma force. Et donc j'avais essayé à plusieurs reprises d'aborder le sujet, à la fois pour l'aider, puis à la fois pour partager. Puisque je pense que c'est bien aussi d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter. Même toi, tu avais fait la démarche par WhatsApp. Non, je pense qu'au fond d'elle, elle ne voulait pas en parler, de la simple et bonne raison, c'est qu'elle voulait s'accrocher à cet espoir. Mais elle le savait, mais elle ne voulait pas le partager. Elle ne voulait pas aggraver, en fait, je pense, ce déni qu'elle avait au fond d'elle. Je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que le fait de l'exprimer, elle avait peur que ça lui fasse plus de mal que de bien, parce qu'elle n'avait pas spécialement compris notre démarche, peut-être, dans un sens. Et c'est pour ça qu'elle est restée dans cette idée-là. Cette seconde phase, en fait, se manifeste quand on est face à la réalité de la perte. Et c'est quand on est en face de la réalité du moment présent. Alors, la colère, je dirais, peut-être tournée vers les choses, vers soi-même, vers la vie, ou alors vers tout à la fois. Alors Erwan, comment est-ce que toi, tu as vécu justement cette phase de la colère? Mais écoute, dans le premier décès, effectivement, celui qui concerne Sophie, vu la brutalité des actes, vu la violence du décès et de l'annonce et du parcours, parce qu'elle était extrêmement jeune, hein, il faut quand même remettre ça dans le contexte, ce côté de vie inachevé, non mérité, la colère a été très vive. Elle a été très vive au niveau national, elle a été très vive au niveau de la famille. Donc là, une colère, j'ai envie de dire, en toute somme assez logique, quelque part. C'est comme si demain, effectivement, ton enfant se retrouve tué par quelqu'un qui avait bu au volant ou des choses comme ça. La colère est très vive parce qu'il y a un côté injuste qui est réel. En ce qui concerne Catherine, ça a été vraiment différent. Déjà, Catherine ne l'a pas vécu et moi non plus. Puisque lorsque le professeur nous annonce la gravité de la maladie, immédiatement, ce qui est surprenant en fait, immédiatement, mais je pense que c'était lié à notre relation, nous l'avons accepté. Nous avons accepté ce diagnostic, nous l'avons vraiment accepté. Et c'était plus de la profonde tristesse qui était présente plus que de la colère. Ma colère est arrivée après. Elle est arrivée après le décès de Catherine, puisque alors elle était retournée. Effectivement, elle était retournée contre des personnes qui me disaient que c'était injuste.
Et je leur expliquais, ben non, si on considère qu'effectivement il y a une injustice dans un décès, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des morts justes. Par définition, le décès est injuste. La deuxième phase, effectivement, ça a été un père que je n'ai pas trouvé à la hauteur par rapport à ses enfants sur le dernier jour de vie de son ex-femme, sur un oncle qui n'a pas été à la hauteur vis-à-vis des enfants de Catherine non plus, qui leur a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et cette colère, en fait, c'était plus lié à ça. Parce que j'avais le sentiment que les personnes n'avaient pas tenu leur rôle et n'avaient pas honoré en fait, la mémoire de ma compagne. Et puis, dans un second temps, au-delà du pardon, j'étais triste pour eux avant tout. C'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de me dire ça ne sert à rien d'être en colère contre eux, même pour toi, c'est pas bon. La colère est une forme de tumeur intellectuelle. Et j'ai plus envie de vivre avec ça. Ni la colère, ni la haine, ni la jalousie ou des choses comme ça. Donc j'ai plutôt inversé cette colère en me disant toi, tu n'as rien à te reprocher quelque part. Eux, si c'est eux demain ont une mauvaise nuit, ne provoque pas la tienne. C'est-à-dire que j'étais triste pour eux. Triste parce qu'ils n'avaient pas été exemplaires vis-à-vis effectivement de leur ex-compagne ou de leur sœur. Et j'étais triste pour eux, tout simplement. Donc là, si je comprends bien, c'est que dans le premier cas, la colère que tu as eue, c'est face à une forme d'injustice qui s'est produite. Oui et non, puisque quelque part, je pense que l'injustice aurait été réelle si on n'avait jamais trouvé l'auteur. Puisqu'en fait, le jour où on trouve l'auteur va être jugé effectivement par la loi des hommes. Comme tu le sais, je ne suis pas croyant, donc moi c'est celle-ci aujourd'hui qui m'importe. Surtout que vu la médiatisation, il a subi effectivement quelques ennuis à Nantes et donc on l'a envoyé à Rennes après. Et ça c'est plutôt une satisfaction. Mais tu vois, c'est de la méchanceté en fait profonde. Mais je sais qu'effectivement il a été jugé, qu'aujourd'hui il ne fera pas de mal à une autre personne et qu'il a entre 15 et 20 ans pour réfléchir à son acte. La seule chose aussi qui a été bien, c'est qu'on a réussi à prouver que c'était un récidiviste, ce qui fait qu'on est sûr qu'il était enfermé pour longtemps. Et là, avec ta femme, donc la colère, c'est une colère retournée sur les autres et non pas toi-même vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis de la maladie. Parce que j'ai déjà connu effectivement d'autres personnes de mon entourage qui sont décédées de maladie. Et le principe du combat de la maladie, c'est pas vrai en fait. Malheureusement, la maladie, quand elle décide de prendre le dessus, elle prend le dessus. Même si on a des fous espoirs ou des choses comme ça, on change sa façon. Il y a un côté inéluctable en fait. C'est l'étape du marchandage, c'est l'étape de la négociation. Et c'est une étape particulière parce que cette étape, on peut vraiment cristalliser. Parce qu'on n'a pas envie de mettre fin à l'expérience ou alors on n'a pas envie de mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut rester dans des émotions négatives à répétition. Et il y a certaines personnes en fait, qui restent bloquées à cette étape de négociation. Alors Erwan, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi et ta femme avez vécu cette étape de négociation? Alors en ce qui concerne, je vais revenir effectivement sur les deux décès, donc je vais commencer par Sophie. Une fois qu'on connaît les événements, la seule négociation qu'on a, elle est intérieure et elle est quelque part avec les forces de police. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver la personne qui lui a fait subir ces actes-là. Donc la négociation, elle est intérieure avec un fol espoir qu'effectivement la police arrive à arrêter cet assassin, ce qui a été fait. Donc là, la négociation est réussie. En ce qui concerne Catherine... Excuse-moi, je voudrais juste te couper. Si par contre, c'est intéressant parce que si par contre, on n'aurait pas trouvé l'assassin, comment seraient passées ces négociations? Tu serais resté dedans? Je pense que je serais resté dedans. Je pense que je serais resté dedans en espérant qu'un jour ou l'autre, puisque l'ADN avait parlé, donc on connaissait la personne, donc il suffisait de la trouver. Elle cherchait à fuir vers son pays d'origine. Elle a été arrêtée pas très loin en fait de la frontière. Mais oui, au fond de moi, j'aurais voulu qu'un mandat international soit mis en place ou autre et qu'on arrive à trouver une solution pour que cet homme paye de ses actes en fait. Et la seconde phase en fait avec Catherine, c'était un peu différent. Moi, tu sais, effectivement, je ne crois pas quelque part en la force divine. Je suis plutôt quelqu'un d'assez terre à terre. Donc j'avais accepté tout ce qui se passait, ce qui n'était pas le cas de Catherine. Et je pense qu'elle négociait fortement intérieurement, puisque le professeur lui avait parlé de l'immunothérapie, lui avait dit que effectivement, son premier traitement avait permis de stabiliser, ce qui n'était pas tout à fait la réalité. Du moins, il avait très peu évolué, mais il avait continué à évoluer quand même.
Et moi, il m'avait dit clairement que c'était sa dernière semaine, mais il lui a jamais dit à elle, quoi, en fait. Et il lui avait dit que lundi prochain, l'immunothérapie commençait. Donc il a eu aussi cet acte-là de l'emmener dans cette négociation. Donc elle y a cru jusqu'au bout et ne s'est pas vue directement partir, puisqu'elle était dans un environnement qui la rassurait, parce que c'est là qu'elle faisait son traitement, qu'elle connaissait les infirmières, qu'elle connaissait le professeur. Donc elle était dans un environnement comme celui-ci. Donc elle, effectivement, intérieurement, elle a négocié jusqu'au bout qu'elle puisse avoir ce traitement et cet espoir qu'effectivement on arrive à combattre cette maladie qui l'avait envahie en totalité. Elle était croyante? Non. Du tout. Non, du tout. Donc en fait, sa négociation, c'était juste avec la médecine? Tout à fait. Tout simplement. Mais je pense qu'on s'accroche à n'importe quel espoir lorsqu'on sait qu'on est gravement malade, en fait. Ah oui, tout à fait. Donc là, ça a vraiment été le cas. C'était son seul espoir. Et à la limite, c'était l'espoir qui lui paraissait le plus concret. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui se découvrent une croyance dans les derniers jours de leur vie. Ce n'était pas le cas de Catherine, et je ne pense pas que ce soit mon cas aussi, si un jour cela m'arrive. Oui, moi je me rappelle parce que j'ai communiqué avec elle un petit peu par WhatsApp, et puis j'avais proposé des médecines alternatives à cette époque. Et je voyais bien que c'était pas sa croyance en fait. Et donc elle avait posé sa croyance, elle avait posé en fait, je dirais, tous ses espoirs dans la médecine. Et en tout cas, c'était des relations professionnelles aussi qu'elle avait avec les médecins, non? Oui, parce qu'effectivement, elle était secrétaire médicale et oui, elle avait une grande confiance dans ses médecins. Comme je l'ai toujours dit depuis le départ, le professeur a vraiment été très bon à ce moment-là. Alors peut-être qu'il n'aurait pas été adapté à d'autres. Je pense qu'effectivement, il convenait tout à fait à ce qui se passait avec Catherine. Et je pense qu'elle est partie le mieux possible, entre guillemets, quoi. Mais c'est le principe de la croyance, hein. Tout à fait. En tout, hein. La dépression, ça peut être la phase la plus longue, voire même interminable pour certains. Si vous voulez, c'est une phase de grande tristesse. Les émotions sont si grandes. C'est une phase où on peut tourner en rond et sans jamais s'arrêter. Et c'est une phase qui est quand même caractérisée par un sentiment où on peut se sentir par exemple seul au monde. On peut se sentir que plus personne ne pourra nous aider. Et donc, en règle générale, les personnes qui vivent la dépression, c'est ou bien elles arrivent vraiment à faire le pas. Alors, pour certaines personnes, elles le font seules. Pour d'autres, elles ont besoin d'être soutenues. Ou alors, elles restent enfermées, et puis pour certaines personnes, à vie dans cette dépression. Alors Erwan, dis-moi, qu'est-ce qui a caractérisé cette phase pour toi, cette phase de dépression? Alors, je vais encore une fois revenir sur Sophie. Je pense que la phase de dépression a été plus forte à ce moment-là, de par le fait que je n'y étais pas préparé. Bien évidemment, on ne peut pas se préparer à ce genre d'événement ou autre. Et j'ai ressenti tellement de tristesse, de colère de la part de ses parents, de sa sœur. Donc effectivement, ça nous génère des émotions très négatives ou fortes. La seule différence, c'est qu'effectivement, j'étais avec une compagne, j'étais bien installé dans ma vie professionnelle ou autre. Et en fait, j'ai décidé tout simplement dans cette période-là d'accepter ce qui était arrivé. Et pour l'accepter, je me suis rappelé tout ce qu'elle m'a apporté. Et cette phase-là, je l'ai vécue de la même façon avec Catherine. C'est-à-dire que plutôt de rester dans le passé en me disant « Oh, si j'avais su, ceci, cela », je me suis dit « Non, mais cette personne-là, elle est partie, mais elle a eu son rôle par rapport à toi. Elle t'a fait devenir meilleur. Et quels sont les éléments, quelles sont les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, tu es heureux d'avoir connu cette personne ?» Et une fois qu'on se rend compte que, par exemple, Sophie, je l'ai connue après un premier divorce, et je ne croyais plus en grand-chose après ce divorce-là. Une séparation, c'est aussi une forme de deuil. Et on retrouve ces 5 phases, en fait, exactement les mêmes. Et j'avais plus d'espoir, je ne croyais plus en l'amour ou autre, et j'ai rencontré cette jeune femme qui était plus jeune que moi, qui avait ce côté, pas de calcul, ce côté vraiment frais, vraiment sain, et en fait qui m'a refait découvrir l'espoir et l'amour en fait à travers ça. Et là, tu l'as gardé? Et là, aujourd'hui, effectivement. Incroyable. Donc en fait, tu as passé cette dépression, je dirais seul, enfin plus ou moins seul,
en utilisant un des principes psychologiques que l'on connaît bien, et d'ailleurs que si vous nous suivez, vous avez connu, c'est-à-dire que lorsque l'on perd quelque chose, se concentrer sur les bénéfices plutôt que sur les pertes. Et qu'en se concentrant sur les bénéfices, que nous apporte cette chose, et on voit bien que même pour un décès, et ça fonctionne, et on en parle régulièrement, c'est que lorsque l'on se concentre sur qu'est-ce que nous a apporté cette personne ou cette perte, qu'est-ce que nous apprend cette personne cette perte, alors bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, mais ça permet, c'est un processus psychologique qui vient petit à petit remplacer toutes les mauvaises idées, les pensées négatives, même si quand tu revenais sur Nantes, cette charge émotionnelle revenait, c'était ni plus ni moins que ta propre charge émotionnelle, parce que Nantes en tant que telle, c'est une belle ville, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ta propre charge émotionnelle qui se remettait, c'est ton cycle intérieur automatique, ton mode autopilote qui revenait, et de par le fait de remettre de la vie dans cette maison, de voir ton fils revivre, de penser qu'au moment positif, à ce que t'as apporté ces personnes, tu es sorti de cette dépression, c'est ça? Tout à fait. Hein? Tout à fait, et encore une fois, j'ai toujours considéré, tu me connais depuis maintenant 25 ans, et on s'est connus, on avait parlé déjà d'un décès d'une cousine, je me souviens de cette conversation par rapport à Bouddha, et parce que même si à l'époque nous étions bouddhistes tous les deux, j'avais pas compris le sens de ce que j'avais lu, ce qu'il m'avait apporté, parce que je vivais effectivement le déni par rapport à ce décès. C'est-à-dire que je refusais je l'avais lu, mais je l'avais pas compris. Et le fait qu'on puisse avoir un échange comme on a aujourd'hui m'avait permis de le comprendre. Et depuis lors, d'ailleurs, toutes les personnes de mon entourage où j'ai senti qu'effectivement ils allaient partir, j'ai toujours eu cette démarche de tout leur dire de ce qu'ils avaient apporté de positif pour moi, pour mes parents, pour des choses comme ça avant qu'ils partent. Et effectivement, en le disant, on en prend conscience aussi. Et ça a été beaucoup plus le cas avec Catherine, parce que Catherine a été au-delà de la personne, c'était quelqu'un qui m'a accepté en totalité, on a connu des grosses difficultés, et elle a toujours été présente, et elle m'a apporté une force qui aujourd'hui me servira jusqu'à la fin de ma vie. Merci Catherine. Merci Catherine. L'acceptation à cette étape, en fait, c'est le retour à la réalité. Et c'est là où on reprend goût un petit peu à la vie, à la joie, à l'amour. Si vous voulez, d'un point de vue psychologique, on quitte tout simplement l'expérience mentale que l'on s'est créée. Parce que si vous voyez les 4 premières étapes, ce sont des expériences mentales. C'est-à-dire qu'on se crée le déni. On se crée, je dirais, la colère. On se crée la dépression d'un certain point de vue. Alors que lorsque l'on rentre dans cette phase d'acceptation, on décide de quitter cette phase mentale de création, de cette projection dans le futur en fait, d'un présent qui n'existe pas, pour rentrer enfin plein pied dans la réalité, dans le moment présent. Et apparemment, Erwan, tu as vécu cette phase d'acceptation assez rapidement, n'est-ce pas? Alors en fait, il y a 2 phases, puisque j'ai envie de comparer la phase d'acceptation avec la maladie de Catherine. Alors je sais, c'est un peu surprenant, mais le premier élément pour y arriver, c'est un environnement qui est favorable. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance que mon père, ma mère, ma sœur, qui restent pour beaucoup de personnes des gens importants, hein, toute la famille. Mon père a été, comme ma mère, ont été présents le jour du décès de Catherine, et effectivement, Catherine est partie en ayant la main du cœur entre mes mains et la main droite entre les mains de mon père. J'ai découvert une certaine forme de spiritualité chez mon père que j'ignorais. Et puis il y a eu ma sœur qui a été présente pendant toute la durée en fait, du décès et de l'après des décès jusqu'à l'inhumation. Elle a été extrêmement forte. Elle m'a porté pendant 3 jours. Quand je dis porter, c'est véritablement les mots. C'est-à-dire qu'on est abattu, il y a plein de choses qui ne vont pas, on n'arrive pas à retrouver le sourire, et puis un matin on se réveille, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé le mardi matin, avec une forme d'énergie qu'on a en soi. Donc ça, effectivement, on est dans le début de l'acceptation. Et puis il y a soi. Encore une fois, quand on annonce une maladie aux personnes qui nous entourent, la réaction de chacun va être une réaction de compassion, d'accompagnement, et ces choses-là. Mais malgré tout, on reste seul face à la maladie. Et bien dans l'acceptation, c'est exactement pareil. On reste seul face à l'acceptation. Même si vous avez des personnes extrêmement positives autour de vous, ou l'inverse, ce n'est pas eux qui vont diriger votre vie, mais bien vous qui allez en décider. Et comme tu sais, moi, ma vision de la vie, elle est très simple. J'ai toujours considéré que la vie était une expérience magnifique, mais qu'avant tout, c'était ton regard qui la rendait magnifique et pas spécialement la vie. Et donc, je suis resté dans cet état d'esprit.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé de continuer à vivre, de continuer à faire ce que je savais faire le mieux, donc à la fois mon travail, mais à la fois ma joie de vivre, l'envie de faire rire les autres, l'envie de séduire, l'envie tout simplement de jouir de la vie. Et j'en ai décidé assez rapidement. Et puis après, ça a été effectivement d'être acteur, à nouveau de redevenir acteur de sa propre vie. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai retrouvé ce qui faisait en fait mon moi, mon parcours de vie, parce que mon parcours de vie comme le tien sont des parcours qui sont assez compliqués, où effectivement on a eu diverses expériences dans notre vie, mais ce qui en a fait toute sa richesse. Donc je suis heureux de ma vie, même si j'ai connu plusieurs malheurs, je suis parfaitement conscient que c'est une chance de les avoir connus, puisque ça m'a systématiquement rendu meilleur, parce que je l'ai voulu. C'est-à-dire que plutôt que de m'abattre, j'ai toujours compris ce que m'avait apporté chaque expérience pour en ressortir grandi. Donc effectivement, quand je parle de ça, c'est exactement ça, quoi. Et puis j'ai toujours considéré la vie comme un miroir. Alors je vais être un peu plus précis par rapport à ça, mais on reçoit ce qu'on donne. C'est-à-dire que si je te souris, tu vas avoir tendance à vouloir me sourire aussi. C'est exactement ça. Eh bien, la vie, c'est ça. C'est-à-dire que si on donne du bonheur aux autres, on va en recevoir par 10. Et le meilleur exemple, c'est mon fils, qui est plein de vie, qui est plein de joie, plein de bêtises aussi, pas toujours bien élevé, un peu quelquefois criard, parce qu'effectivement, il n'a pas toujours le sentiment de limite. Mais je me retrouve en lui et je m'en inspire. C'est-à-dire que lui, il a cette fraîcheur, cette innocence que j'ai perdue depuis longtemps, mais qu'en fait fait partie de la vie. Déjà, de garder ce regard émerveillé face à des jolies choses comme ici. Pourtant, ça fait 4 fois que je viens, ça fait 25 ans que l'on se connaît, et à chaque fois que je viens, voilà, je prends du plaisir énorme à regarder les choses, à apprécier, à accepter ce pays qui est si loin du mien, qui est si loin de mes habitudes. Ben, la vie, c'est ça en fait. C'est le regard qu'on va porter tous les jours sur les personnes qu'on va rencontrer, sur les personnes avec lesquelles on va travailler, sur les personnes avec lesquelles on va discuter, on va échanger. S'il y a toujours un intérêt commun, s'il y a toujours une capacité à donner et à recevoir, la vie est magnifique. Et je suis resté sur cette image-là. Et donc j'ai décidé de continuer à être heureux et que j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon couple, mais c'est pas moi qui suis parti. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas à m'empêcher d'être heureux par rapport à ça. C'est souvent ça. Et en fait, donc, si je t'entends, tu as vécu l'acceptation, comme beaucoup de monde, en solitaire, Bien pratiquement. Et tu as juste reproduit ce qu'on explique nous aussi, par exemple dans nos académies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on perd quelque chose, la meilleure façon de pouvoir en ressortir, je dirais fort, c'est de ne pas se concentrer sur la perte, mais sur les gains, sur les bénéfices. Alors souvent, on me dit, mais attendez, c'est pas possible, et si je perds un enfant, et si je perds ma femme, et si j'ai quelqu'un qui meurt. Là, tu en as l'expérience vivante de dire qu'effectivement, oui, même si c'est ta femme qui décède, en se concentrant uniquement sur les bénéfices, alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça en 15 secondes, on est d'accord, mais petit à petit, en se concentrant sur ce que l'autre nous a apporté au quotidien, qu'est-ce que l'on a gagné en fait de cette expérience vécue ensemble, on arrive à passer à avoir cette acceptation, c'est ça? C'est ça, et c'est effectivement, moi j'ai toujours considéré que nos propres choix, les personnes avec lesquelles on a vécu, même si les histoires sont quelquefois plus courtes que ce qu'on a prévu, c'est toujours un apport. Parce que c'est notre choix déjà. On a fait le choix d'être avec cette personne-là parce qu'on savait qu'elle allait nous apporter. On ne va pas avec une personne que l'on va porter toute sa vie. On va la porter à un moment et on aura un retour. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Catherine durant toutes ces années qu'on a passées ensemble. Elle m'a redonné goût à la à mon rôle dans la vie, à mon rôle de père. Elle a toujours gardé espoir en moi, ce qui m'a permis aussi de m'accrocher au niveau professionnel malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir. Donc oui, elle m'a bien évidemment rendu meilleur. Donc là, on peut dire merci Catherine. Merci Catherine, tout à fait. Erwan, je te remercie pour ton honnêteté, pour ta transparence et pour partager avec nous ton expérience de vie. Et je voudrais quand même rajouter que même si ces étapes sont linéaires, ces 5 étapes que Elisabeth Kübler-Ross a découvertes sont linéaires, il est possible de passer d'une étape à l'autre et puis même de revenir à certaines étapes. C'est-à-dire que vous pouvez passer du déni à un moment donné à une forme d'acceptation et puis revenir à la colère et puis aller dans la dépression, revenir à la colère, à la dépression, puis vous pouvez passer comme ça d'une étape à une autre.
Et ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que tout cela se joue en fait uniquement dans notre mental. Et que si vous désirez vraiment faire le pas et puis aller à cette étape de l'acceptation, il convient impérativement de revenir dans le moment présent. Parce que le passé est au passé, il n'existe plus. Le futur, lui, n'existe pas, hormis dans notre esprit, alors que le présent, lui, est bien réel. Et l'on a pu le voir que dans ces 5 étapes, l'étape cruciale où on va accepter, c'est cette étape où on va décider de revenir dans le moment présent. Mais c'est un petit peu comme la peur. Vous savez que la peur, c'est qu'une projection dans un futur, d'un présent qui n'existe pas. Et la façon de pouvoir annihiler cette peur, eh ben, c'est tout simplement de revenir au moment présent. Lorsque vous avez une peur, arrêtez-vous et regardez tout simplement, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mais en fait, il n'y a rien de particulier. Et à partir de là, eh ben, vous pouvez enlever cette peur. Et là, dans ces étapes de deuil, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'on se recale au présent, et ce que Erwan nous a expliqué dans son passage, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un recadrage avec le moment présent. Et ben, ça permettait à chaque fois de passer une étape supplémentaire. Je voudrais quand même te poser une autre question. Je dis souvent dans nos séminaires que le bonheur n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ça ne nous arrive pas comme ça par chance. Hein. Souvent on croit que oui, mais là il est heureux, c'est normal, parce qu'il a une belle maison, parce qu'il a de l'argent, ou parce que sa famille a ceci ou cela. Alors que je dis que non, le bonheur c'est un choix et un choix délibéré. Est-ce que tu peux nous dire si tu es d'accord avec ça, toi, ou pas? Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on en est presque entre guillemets la preuve vivante, de par nos parcours qui ont été liés à une époque qui le sont moins aujourd'hui. C'est évident, c'est notre regard, c'est notre façon de voir les choses, la façon d'aborder en fait les événements. Et se remplir de joie avant un événement va le rendre obligatoirement bien. Être angoissé avant un événement, en général, ça ne se passe pas bien. Comme tu l'expliquais si bien, la peur est une projection. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ok, par exemple, on va aller voir le dentiste. Oh, eh ben, 90% des temps, on se dit, ah, on y va pour souffrir. Alors que si on se dit, bah non, j'y vais pas pour souffrir, j'y vais pour être soigné. Donc j'aurai moins mal après qu'avant, puisque c'est le but. Et bien évidemment, la façon dont vous allez aborder votre dentiste et la façon dont ça va se passer va être complètement différente. Et bien c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que si on se dit, si on a cette énergie en nous, si on a cette façon d'être positif, d'accepter les choses et de se dire, bah tiens, c'est un moment ça va être une belle expérience. Elle le devient obligatoirement, parce que c'est notre regard qui la rend ainsi. Alors là, c'est notre regard, mais le regard des autres, parce que souvent, dans les traditions occidentales, hein, quand il y a un décès, il faut faire le deuil, il faut absolument être malheureux, il faut pleurer, il faut être triste, il ne faut pas refaire sa vie. Enfin, hein, on connaît bien ça. Et comment est-ce que tu as vécu, toi, le regard des autres? Est-ce que tu as senti ce poids? Parce que toi, tu as voulu quand même reprendre ta vie, et c'est un droit qui nous revient. Et je vous invite tous, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si vous devez vivre un deuil, eh ben, vous avez le choix, même le lendemain, si vous voulez, d'être heureux et de reprendre votre vie en main. Alors comment est-ce que toi, tu l'as vécu par rapport à ça? Alors oui, effectivement, ce poids, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti fortement. Alors tout simplement, c'est parce que... Alors je vais prendre un exemple qui est très concret. Par exemple, moi le matin, quand je me réveille et que je te dis bonjour, je te demande comment tu vas. Comment ça va? Comment ça va passer? La question n'était pas celle-ci. Est-ce que tu ne souffres pas trop? Ça a été la question qui a été perpétuelle. C'est-à-dire qu'on a décidé que tu devais souffrir. C'est-à-dire que dans l'inconscient ou dans le conscient collectif, quelqu'un qui a perdu un être cher est dans l'obligation d'avoir un taux de souffrance minimum. Et de répondre à cette personne et de lui dire « mais tu te rends compte de ce que tu me poses comme question ?» C'est-à-dire que toi, tu as décidé que je devais souffrir. Et si moi je te dis « bah non, écoute, moi j'ai décidé de ne pas souffrir. J'ai décidé d'accepter ce qui m'arrivait et de effectivement d'avancer et de continuer à prendre du plaisir dans la vie. » J'espère que ça ne te choque pas trop. Alors heureusement, c'est un ami très proche et je pouvais me permettre d'avoir ce genre de conversation avec lui. Mais oui, c'est surtout dans une société judéo-chrétienne, on est à la limite de la flagellation obligatoire, qu'il faudrait que je m'enferme dans une pièce noire avec une photo de Catherine et que j'y passe 4 jours, 5 jours, 10 jours, 11 jours, et que je continue à me faire souffrir. Non, ce n'est pas ma vision de la vie, et bien évidemment. Alors, je ne leur en veux absolument pas. Bien évidemment, je leur souhaite tout le bien. Ils ne sont pas prêts à accepter mon niveau de résilience, parce que ce niveau de résilience, eh ben, c'est tout simplement le lot de mes expériences de vie. Il est évident que si ça avait été
j'avais vécu cette même expérience à une époque où j'étais inexpérimenté, entre mes 20 et mes 30 ans, je pense que ça aurait été complètement différent. Aujourd'hui, la vie m'a fait connaître ces expériences. Alors, si on est croyant, on peut se dire c'est Dieu qui m'a mis ces expériences en place devant moi. Si on croit au destin, si on a des croyances diverses, on peut se dire si le destin me met cet événement en face de moi, c'est qu'il sait que j'ai la capacité à le gérer et à continuer à avancer. Alors pour les personnes qui ont effectivement des croyances fortes, accrochez-vous à ces croyances. Ce n'est pas un défaut d'être croyant, c'est même plutôt une force. Mais il faut savoir effectivement la mettre mettre cette croyance dans la bonne direction. Et non pas de se dire, non, je me dois de souffrir. Non, non, c'est pas ça. Si on vous donne cette expérience de vie, c'est que vous avez la capacité à l'accepter, à la gérer et à vous rendre meilleur. Sinon, on ne vous la mettrait pas. Regardez les choses dans cette direction-là et vous verrez que bien évidemment, dans ces situations qui sont difficiles ou autres, vous avez déjà commencé cette acceptation avec cette simple phrase. Oui, tout à fait. Alors, la plupart des gens, quand ils sont comme ça en résistance, est-ce que ce ne serait pas tout simplement parce qu'ils sont en face, sont confrontés à leur propre mort, eux aussi, alors moi, à la crainte ou la peur de ce qui peut leur arriver? Bien sûr, je l'ai surtout vu au travers de mes parents. Mes parents sont plus âgés, bien évidemment. Leur belle-fille, c'était comme leur fille. Donc, en accompagnant, au-delà du décès de Catherine, c'est effectivement leur propre décès qu'ils ont vu. Et l'acceptation est totalement différente. Entre la perte d'une personne et vous avez le sentiment que vous continuez à vivre, et la perte d'une personne qui est plus jeune que vous, qui est anormale dans le cours de la vie, effectivement, ça vous projette, vous, au fait que vous êtes plus proche encore de la finalité. Donc l'acceptation est plus dure encore pour eux, je pense, parce qu'elle est choquante. Alors je ne parle même pas des parents de Catherine, parce que je pense que, entre guillemets, la souffrance de la perte d'un enfant est illogique. Donc là, je ne peux pas parler pour eux, mais je peux parler pour mes parents, puisque ce sont des sujets que nous avons abordés clairement et simplement après. Et effectivement, c'est la confrontation à sa propre mort, c'est une évidence. Ce qui a été mon cas aussi, il ne faut pas se mentir. Bien évidemment, on se confronte à notre propre mort, et ça dépend comment on l'accepte. Moi, je considère que ma vie est bien remplie. Donc, si demain, effectivement, je dois m'en aller, la seule chose que je dois me dire avant de partir, c'est est-ce que du début à la fin, j'ai fait les choses qui me paraissaient être bonnes? Écoute, jusque-là, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs de parcours, mais je considère que sur la globalité, aujourd'hui, j'ai réussi à aller dans la bonne direction. Donc, même s'il y a eu des moments, des expériences qui étaient dans une mauvaise finalité, mais je garde à l'esprit cette action-là. J'essaye d'apporter du plaisir et du bonheur aux personnes et surtout de la conscience, comme toi tu peux le faire au travers Soul in the Mind. J'essaye de le faire au quotidien avec les êtres qui acceptent qu'on puisse avoir ces échanges-là. Merci Erwan. Donc, vous aussi, si par exemple vous avez perdu un être cher et que vous êtes toujours dans cette phase de deuil, année après année, et même si ça fait déjà beaucoup d'années, c'est que vous avez sûrement cristallisé et que vous n'en êtes pas sorti. Alors, je vous invite fortement à réécouter peut-être cette vidéo si elle peut vous aider. Et je vous invite aussi, je dirais, à lire les écrits d'Elisabeth Kubler-Ross. Elle a fait énormément de livres. Et cette femme, je dirais, ce qu'elle a écrit est merveilleux. Et vous allez voir que ces 5 étapes de deuil, en les conscientisant d'abord psychologiquement, vont vous permettre en fait de pouvoir mieux les appréhender et puis, je dirais, mieux les passer. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces phases de deuil, nous les vivons pratiquement tous les jours. En vrai, ce n'est pas juste un deuil, mais lorsque par exemple vous quittez un emploi, vous devez déménager, que vous avez une séparation avec l'être que vous aimez, sans forcément qu'elle soit morte, ou encore, je dirais un petit peu plus loin, ce que nous vivons là à l'heure actuelle avec un effondrement de nos sociétés qui s'approche. Tout le monde en parle depuis plus de 20 ans. Tout le monde le dit, tout le monde dit attention la planète, attention l'écologie, attention je dirais le système financier va s'effondrer. Mais on vit encore aujourd'hui dans le déni, c'est-à-dire qu'on en parle, mais on n'ose pas agir, on n'ose pas vraiment s'engager. Mais je ne vais pas m'engager plus dans cette voie parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo beaucoup plus en détail. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant de dire, c'est que ces phases de deuil, en tout cas là comme nous on vit en termes de société, on vit dans un déni aujourd'hui
un déni presque mondial, je dirais, avec ce qui nous arrive. Et donc, je voulais juste faire une petite virgule par rapport à ça. Donc voilà, Erwan, encore merci. Mais avant peut-être de nous quitter, un dernier petit mot, si tu aurais quelque chose à dire, je dirais, à ceux qui nous écoutent, aux soul-minders qui nous écoutent. Un dernier message? Alors je vais prendre l'exemple du... Je vais continuer à parler de Catherine juste rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la réaction de beaucoup de personnes, quand on vous annonce une maladie grave d'un être cher, c'est saloperie de maladie, pourquoi elle, pourquoi moi, donc ce fameux pourquoi que je n'apprécie pas trop. Moi ça a été l'inverse. Ça a été quelle chance que j'ai de connaître cette personne, d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec elle, de continuer à vivre ces derniers moments avec elle, et je vais l'accompagner, je vais l'aimer jusqu'au bout parce qu'elle le mérite. Et je pense que déjà en ayant cette première vision, on peut déjà commencer à aborder les 5 phases. La seconde, j'aime bien prendre l'exemple d'un idéogramme japonais, qui est l'idéogramme du mot crise. Comme tu viens si bien de l'expliquer, nous vivons tous des crises au quotidien, nous en avons tous, qu'ils soient de forte magnitude, si on parle effectivement actuellement de ce que nous vivons. Il parle des tremblements de terre que l'on vit aujourd'hui là à Lombok et à Bali. Hein. Qu'on a vécu un petit peu durant ces 3 semaines. Par rapport à ça, voilà, cet idéogramme veut dire le mot crise, et en face, c'est le même idéogramme qui a un double sens, qui veut dire le mot opportunité. Et je trouve ça très fort, symboliquement. Alors on peut comprendre les Japonais, hein, puisque les Japonais eux aussi connaissent les séismes au quotidien, sont un peuple qui a toujours su se relever, qui est même plutôt un peuple envahisseur ou autre, mais au-delà de ça, quand on a un événement, eh bien c'est notre regard qui va changer cet événement. Et le fait de ne pas voir ce qu'on nous enlève et de voir effectivement ce qui nous apporte, les nouvelles opportunités qu'on peut avoir, quand on arrive à avoir ce regard-là, ne serait-ce que lorsqu'on quitte un travail, hein, parce qu'effectivement, comme tu l'as expliqué, ou quand effectivement la crise d'une séparation, si on arrive à se projeter en disant mais quelles sont les prochaines opportunités, c'est-à-dire qu'on commence déjà à changer notre façon de se projeter, puisqu'en fait le couple c'est tout simplement une succession de projets qui vont ou qui ne vont pas. Et bien une fois qu'on a commencé cette façon intellectuelle, vous verrez, votre vie sera beaucoup plus simple en fait à l'arrivée. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et j'applique depuis déjà pas mal d'années cette façon de voir les choses, et ça m'a énormément aidé. Et ça m'a permis, entre autres, d'avoir ce job alors que je venais d'apprendre que ma compagne avait une grave maladie. Et donc j'ai pas vu effectivement ce qu'on m'enlevait, j'ai vu ce qu'on m'apportait. Merci beaucoup Erwan, merci pour ton honnêteté. Et puis pour rebondir sur la crise, il y a une crise qui nous intéresse tous, que nous connaissons bien, c'est la crise d'émergence spirituelle. Et elle suit exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit changer. On doit passer à un autre état, un autre niveau, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Et puis on peut l'accepter ou être dans le déni et puis ne jamais la passer. Si on l'accepte, on a ce qu'on appelle un petit peu l'éveil, je dirais, à chaque fois. Je reprendrai l'image d'une de nos coachs qui s'appelle Daniela, je lui fais un bonjour au passage. C'est un petit peu comme l'oignon. L'éveil, c'est ni plus ni moins qu'on enlève quelques couches, les unes après les autres. Donc je voudrais te remercier encore une fois. Je voudrais remercier aussi Catherine parce que c'est, je dirais, grâce à elle que l'on fait cette vidéo. Elle nous a rapprochés aujourd'hui. Et puis elle nous permet en fait de vous transmettre ça, elle nous permet de transmettre cette expérience. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite fortement pour nous aider à continuer à vous présenter de belles vidéos et des sujets intéressants comme ça. D'abord de nous mettre un petit j'aime, ça vous fera plaisir, et puis nous aussi. De la partager et puis de nous laisser des commentaires, par exemple sur des expériences que vous avez vécues, par exemple sur vos propres deuils, ou des expériences où vous avez du mal justement à passer un deuil. On pourra peut-être y répondre dans tous les cas de figure. Donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires, partagez cette vidéo, mettez un petit j'aime, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci, merci Erwan. Merci Mickaël.